JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. L'activité sportive dès le plus jeune âge a déjà prouvé ses bienfaits, que ce soit pour la santé physique ou la santé mentale. Généralisé dans les écoles élémentaires, le dispositif de 30 minutes d'activité quotidienne semble un minimum pour les jeunes. Alors quelle est la place de l'EPS à l'école pour une bonne hygiène de vie? On en parle avec nos invités. Créer du lien entre un étudiant et son quartier, c'est un des grands combats de l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Ce sera en deuxième partie d'émission. À quand remonte le harcèlement? Loïc Landreau fera la lumière sur l'histoire de ce fléau. Loïc que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre notre page consacrée au harcèlement. Ce week-end, l'ancienne rectrice de l'Académie de Versailles est sortie du silence. C'est elle qui était en poste au moment de l'envoi des lettres polémiques dont on parle depuis plusieurs jours. Charline Avenel assure qu'elle ne savait pas. J'ai été bouleversée en apprenant le décès de cet élève, dit-elle. Lorsque j'ai découvert il y a une semaine dans la presse l'existence de ce courrier, j'étais effondrée. C'est ce qu'elle a déclaré donc à nos confrères du Parisien. Charline Avenel confirme qu'elle a bel et bien validé le principe des courriers adressés aux familles qui menaceraient des enseignants pour leur rappeler ce qu'ils risquent, mais elle assure ne jamais avoir donné son accord pour que ces lettres soient envoyées à des parents dont les enfants sont victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle à l'école. Elle dit enfin ne pas savoir s'il s'agit d'une erreur humaine ou, je cite, d'un problème systémique qui dépasse l'Académie de Versailles. Elle a officiellement présenté ses excuses à tous les parents concernés. Oui, pour la communauté éducative, c'était évidemment le minimum. Oui, beaucoup de réactions évidemment ce week-end de syndicats, d'observateurs, d'enseignants. Ils prennent tous acte des excuses, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de penser qu'elle a une grande part de responsabilité. Pour Laurent Zamekowski, porte-parole de la PEP, interrogé sur France Info, le plus triste d'abord, c'est que l'Académie de Versailles est une académie pilote pour le programme phare qui lutte contre le harcèlement scolaire. Il croit en la sincérité de Charline Avenel, mais il considère qu'elle est néanmoins responsable. De son côté, Sophie Vénétité, la secrétaire générale du SNES-FSU, dénonce un discours plein de paradoxes. Elle affirme que l'ancienne rectrice se défausse sur ses services. On en vient à se demander qui dirigeait le rectorat de Versailles et on a du mal à comprendre comment la personne la plus haut placée du rectorat de Versailles n'est pas en charge de ce dossier et n'assume pas la responsabilité de l'intégralité de ce dossier. Et parmi toutes les réactions, Carl Olive, député Ensemble des Yvelines, veut mettre en place un conseil local de prévention de la délinquance. Il est ancien maire de Poissy. C'est la ville où le jeune Nicolas s'est donné la mort le 5 septembre dernier. Il connaît donc bien à la fois le collège mis en cause et le contexte social de la ville. Il était également l'invité de nos confrères de France Info ce week-end et il a interpellé directement Gabriel Attal. Pour lui, il faudrait formaliser des conseils locaux réguliers pour évoquer ces problématiques avec autour de la table des parents d'élèves, des représentants d'élèves, les enseignants, la police nationale et des spécialistes du harcèlement. Et le grand plan interministériel de lutte contre le harcèlement sera d'ailleurs présenté ce mercredi. Oui, Gabriel Attal a rencontré les syndicats de l'éducation nationale ce matin pour évoquer les grandes dispositions qui seront annoncées. À savoir que le ministre s'est appuyé sur des méthodes notamment observées au Danemark, pays d'Europe qui affiche le taux de harcèlement scolaire le plus bas avec la Suède et l'Islande. Il s'est d'ailleurs rendu vendredi à Copenhague pour s'inspirer de bonnes pratiques locales et en adapter certaines dans notre système éducatif. Sur un autre sujet tout aussi préoccupant, ces chiffres autour de l'inceste. Selon le ministère de la Justice, 4218 personnes ont été mises en cause pour des infractions sexuelles incestueuses en 2022 et 37% de ces plaintes ont été classées sans suite, soit à cause du délai de prescription, soit faute de caractérisation suffisante. La réponse pénale est néanmoins en progression. 1814 condamnations en 2021, c'est 2 fois plus par rapport à 2017. On estime aujourd'hui que 10% des Français ont été victimes d'inceste, soit 6,7 millions de personnes. Et dans 90% des cas, les victimes seraient des mineurs. Autre sujet pour finir ce matin, Alain Juppé était l'invité de RTL. Et à 78 ans, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac est aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel. Il publie ses mémoires.
l'histoire. Et une partie de son livre est consacrée à ces différents enseignants. Il leur rend hommage, il affirme que l'école a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. L'occasion d'avoir son avis et sa vision autour de l'éducation de nos jours. Il souligne le changement de paradigme qui s'est forgé ces 50 dernières années. Nos enfants passent une grande partie de leur vie à l'école. Donc il est très important de lui redonner les conditions de l'excellence. Et ça passe notamment par la revalorisation de la fonction enseignante. Quand je parle de mes professeurs, je me rappelle qu'à l'époque, à Mont-de-Marsan, petite ville de province, un prof, c'était un notable. Il était respecté. Quand je disais à mes parents, j'ai une mauvaise note, je la méritais pas, ma mère me disait, tais-toi et travaille. Aujourd'hui, les parents vont engueuler le prof. Donc les parents ont aussi un rôle dans cette histoire. Alors sur les parents, on dit tout et peut-être parfois un peu trop, parce que on a tendance à renvoyer les choses à des familles stables qui fonctionnent bien. Il faut se rendre compte qu'une bonne proportion des familles sont des familles monoparentales, avec des femmes seules qui ont vis-à-vis d'adolescents parfois une tâche extrêmement difficile. Donc voilà, c'est un travail collectif, mais tout passe par là, évidemment. Voilà le titre de ce livre, Une histoire française aux éditions Talendier. Merci beaucoup Loïc. Emmanuel Macron a dit souhaiter permettre au sport de retrouver toute sa place dans les fondamentaux de l'école et même construire une nation sportive. Vaste programme qui commence par l'établissement du dispositif 30 minutes d'activité physique par jour qui s'ajouteront donc aux 2 heures d'EPS déjà en place chaque semaine dans les classes. On en parle. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Violette Pétreuil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nutritionniste, merci d'être avec nous. Et également Sébastien Rattel, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur en physiologie de l'exercice chez l'enfant et maître de conférences à l'Université de Clermont. Vous êtes également auteur du livre Préparation physique du jeune sportif aux éditions Amphora. Alors donc, on va parler justement éducation physique aujourd'hui, le sport de manière générale, mais c'est plus précis l'éducation physique justement et on va distinguer cela aussi pour bien comprendre de quoi il s'agit. La mesure des 30 minutes d'activité physique quotidienne voulue par le gouvernement et aussi portée par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques souhaite faire bouger les élèves en proie à une sédentarité croissante. Le mot est important, hein, sédentarité. Donc le but, c'est un minimum de 30 minutes d'activité physique les jours où justement les élèves n'ont pas ce fameux cours d'EPS. Assis 7 heures par jour en moyenne, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Quelles sont les conséquences, Sébastien Rattel, de cette sédentarité sur la santé des élèves ? Alors généralement, c'est une prise de poids. Hein. Vous avez de plus en plus d'enfants qui sont atteints de surpoids ou d'obésité, notamment chez l'adolescent. Aujourd'hui, on est à peu près à 18% en France de jeunes qui sont atteints de surpoids et à peu près 5% de jeunes qui sont atteints d'obésité. Et puis après, c'est cette inactivité physique ou cette sédentarité, elle conduit à des pathologies métaboliques qui sont associées à cette prise de poids. En fait, on peut avoir du diabète, hein, le diabète de type 1 notamment. Hein, depuis 20 ans maintenant, chaque année, on a une augmentation de 3 à 4% de diabétiques de type 1. Et puis, on a également des jeunes qui sont atteints d'insulinorésistance et qui peuvent avoir des complications sur un plan cardio-respiratoire. Et puis, on a aussi des jeunes qui souffrent d'asthme d'effort, voilà, des pathologies chroniques en fait, qui se développent liées à cette inactivité physique. Des pathologies que vous retrouvez, Violette Pétreuil, au sein de votre cabinet, fréquemment ? Alors fréquemment, chez des adolescents, des enfants, mais aussi par la suite. C'est-à-dire qu'il y a des pathologies à court terme, mais aussi à long terme. Donc c'est pour ça que il est important dès le plus jeune âge d'habituer les enfants à pratiquer en fait une activité sportive, puisqu'en général ceux qui en pratiquent petit continuent et en fait c'est la santé sur du long terme. Alors, c'est un vaste sujet qui est très, très important, hein, l'éducation physique et sportive. On en a longuement parlé ici dans le Grand JT. Souvent, c'est réduit pour les parents ou les élèves à allez, on va se défouler parce qu'il y a le cours d'histoire, le cours de français ou de maths. Et tiens, tu vas nous faire 3 tours de la cour de récré et basta, on n'en parle plus et éventuellement prendre des raquettes. Or, c'est bien plus que ça, l'EPS. Est-ce qu'on peut rappeler quelle est l'importance et l'efficacité de l'éducation physique et sportive, Sébastien Rattel ? Eh bien, l'éducation physique et sportive, ça représente, donc en fonction du niveau scolaire, hein, si on est à l'école primaire, on a en moyenne
3 heures d'éducation physique par semaine. Ensuite, lorsqu'on a des jeunes qui sont en 6e, on passe à 4 heures par semaine. Et ensuite, de la 5e à la 3e, on est à 3 heures. Et puis, lorsqu'on est au lycée, on est à 2 heures d'éducation physique par semaine. Alors, l'éducation physique et sportive, elle est importante puisqu'elle permet ou en tout cas, elle contribue finalement à l'épanouissement des élèves, et puis elle permet aussi, voilà, comme on vient de l'évoquer, d'optimiser la santé physique, la santé mentale. Donc ça, c'est important, et puis également elle permet aussi de contribuer au développement des valeurs citoyennes, la citoyenneté, le respect des règles, le respect voilà, du règlement, des adversaires, le fair play, etc. Ce sont des valeurs qui sont importantes et qui sont développées dans un cadre scolaire. Et des valeurs aussi qui peuvent se poursuivre dans la scolarité, puisque ça peut être un choix aussi de pratiquer le sport à haut niveau. Est-ce que vous avez l'impression que l'éducation nationale fait en sorte de pousser aussi les élèves à faire davantage de sport et aller vers cette voie-là ? Alors, c'est pas son but premier, mais en tout cas, elle y contribue. C'est-à-dire que lorsqu'on éduque les jeunes à pratiquer différentes formes d'activités physiques, sportives et artistiques, le PS propose des activités athlétiques, des activités artistiques et d'expression comme la danse, des activités aquatiques aussi, des sports collectifs. Mais encore des activités d'orientation aussi. Donc, elle contribue à l'épanouissement des élèves. Et puis, ce qui est important, c'est de faire prendre conscience aux élèves que pratiquer une activité physique, c'est pour son bien-être à la fois physique et mental de sa vie future. Donc, en quelque sorte, l'EPS, bien sûr, elle est à l'origine aussi de cette promotion, et elle peut être un élément important dans le parcours et l'accompagnement du jeune dans toute sa scolarité et dans sa vie sportive. On parle d'hygiène de vie, ça va aussi effectivement avec la nutrition, la pratique du sport. Est-ce qu'il y a un travail qui est pensé en collaboration avec les cantines pour proposer des menus aussi qui soient adaptés ? Alors, dans les cantines, c'est vrai qu'on critique souvent les cantines, on entend nos enfants, c'est pas bon, tout ça, mais il y a quand même un équilibre qui doit être respecté. Ils ont un cahier des charges qui est quand même qui est très strict. Donc, public et privé sous contrat. Tout à fait, dans tous les cas. C'est obligatoire, et ils ne doivent pas avoir plus de temps de friture par mois. Ils doivent avoir au moins un légume présent à chaque repas. Donc voilà, après le problème c'est que... C'est pas 5 fruits et légumes, non, c'est un... Non, alors ça c'est sur la journée, c'est ce qu'on dit, mais ça serait plutôt, je dirais, 3 légumes et 2 fruits, mais en tout cas... uniquement pour le repas du midi, puisque le soir, après, les enfants mangent chez eux, et le matin, a priori aussi. Donc, mais le midi, il faut vraiment qu'il y ait un légume, un glucide et puis une protéine. D'accord, alors si on imagine qu'effectivement ce serait dans l'absolu respecté, ça l'est pas forcément partout, on le sait, on a eu des remontées, et puis surtout les cantines sont inégales effectivement en termes de goût, ce qui fait qu'on pourrait proposer autant de légumes et de fruits qu'on veut à nos enfants, si ce n'est pas bon, ils ne le mangeront pas, on le sait. Et il y a aussi cette problématique des enfants qui malheureusement n'ont pas la possibilité de se nourrir comme ils le peuvent, comme ils le souhaitent à l'extérieur, et donc du coup en profitent pour se nourrir qu'une seule fois à l'école. Tout cela, est-ce que c'est pris en compte par l'éducation nationale, selon vous ? Moi, j'ai pas vraiment l'impression. Enfin, peut-être que la problématique se pose, mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait de grandes mesures qui soient prises. Et déjà, je pense que ce qui serait vraiment intéressant, c'est de réintégrer des cours, parce qu'il y en a eu dans certaines écoles et à l'époque, des cours de nutrition, pour qu'on puisse faire comprendre aux enfants pourquoi il est important d'avoir un repas équilibré, que si c'est pas le cas, il y a des problèmes de croissance, on peut avoir des problèmes par la suite effectivement cardio-respiratoires, de diabète, tout ça. On peut se nourrir sans que ça coûte cher ? C'est possible ? C'est possible, mais ça demande du temps.
un petit peu de temps. Mais moi, ce que je conseille souvent à mes patients qui manquent de temps, c'est de se tourner vers des produits surgelés, mais bruts. C'est-à-dire tout ce qui est haricots verts, légumes, des œufs. Alors ça, c'est pour la maison, essentiellement. Mais quand on parle effectivement de l'école, cela veut donc dire quoi? C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que les écoles puissent offrir, notamment pour les cantines à 1 euro, des repas équilibrés. Tout à fait. Et qui correspondraient aux normes. Moi, je pense que ça pourrait être possible de manière simple et à moindre budget. Sébastien Rattel, vous qui, effectivement, je le rappelle, êtes enseignant-chercheur en physiologie de l'exercice, et puis maître de conférence à l'Université de Clermont, vous avez l'occasion, j'imagine, d'en parler beaucoup avec votre entourage de tout cela. Oui, c'est important parce que la balance énergétique, la balance entre les apports en énergie et les dépenses en énergie, cette balance énergétique, elle doit être positive pour laisser à minima les jeunes grandir. Ensuite, l'alimentation a toute son importance, notamment en fonction de la charge de travail quotidienne que les élèves ou les enfants ont entre le temps scolaire, entre le temps d'entraînement. Cette charge globale, en fait, elle a un impact forcément sur le développement du jeune. Donc il faut absolument que les apports alimentaires soient en excès par rapport aux dépenses. Alors bien sûr, cette balance, elle ne doit pas être non plus trop excessive, sans quoi ça conduit à du surpoids et de l'obésité, mais en tout cas, il faut que cette balance soit positive, de manière à ce que nos jeunes puissent grandir et puissent répondre aussi à la demande quotidienne entre le temps scolaire et le temps d'entraînement si des jeunes pratiquent en dehors de l'école. Une société qui est vraiment en perpétuel mouvement et finalement tant mieux, mais enfin il faut s'adapter aussi à ces mouvements, à ces changements, à ces engagements aussi, l'engagement d'avoir une société plus verte, plus responsable sur le plan écologique. Ça touche forcément aussi le plan de la nutrition. Alors oui, complètement. Il faudrait qu'il y ait effectivement des moyens qui soient mis en place pour respecter aussi le chemin de l'écologie, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a des moyens spécifiques qui sont mis en place, Sébastien Rattel, pour cela, pour que les jeunes puissent à la fois dans leur choix de ne pas consommer tel ou tel aliment à l'école, à la fois dans leur choix des pratiques sportives qu'ils veulent ou ne pas faire. Par exemple, la natation, c'est compliqué pour beaucoup d'élèves. Est-ce que vous arrivez à dépasser cela? Est-ce que vous en discutez avec l'Éducation nationale? Alors, à mon échelle, peu. Mais en tout cas, à travers des écrits ou même à travers des partenariats avec les académies, oui, on peut être amené aussi à donner des conseils et puis à essayer d'optimiser finalement l'accompagnement de ces jeunes sur un plan nutritionnel ou sur un plan d'activité physique. Au niveau de l'activité physique, ce qui est important, c'est de promouvoir, en tout cas, la motricité des jeunes, puisqu'il faut absolument développer toutes les habiletés motrices qui relèvent de la coordination, de l'agilité, de l'adresse, de l'équilibre. Et ces habiletés-là motrices, elles sont essentielles dans le développement des qualités physiques de force, de vitesse, de puissance, d'endurance. Et pour le coup, il y a tout un message à faire passer sur la manière finalement d'accompagner nos jeunes et de développer leur qualité physique. La pratique du sport, elle peut être donc très nombreuse. On connaît en fait les sports assez classiques. Donc maintenant, il y a évidemment la course, il y a tout ce qui est endurant. Il peut y avoir le ping-pong, le tennis de table. Il peut y avoir la natation. Il peut y avoir aussi le basket éventuellement. Donc il y a plusieurs propositions de pratiques sportives à l'école. Mais est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus efficaces pour la concentration, par exemple? Peut-être que vous pouvez répondre, Violette Pétrol. Alors, non, honnêtement. Sébastien Rattel va peut-être nous répondre. Bien sûr, je peux vous répondre à cette question. Moi, je pense que tous les sports, en fait, en général, si vous voulez, quand un jeune adolescent pratique une activité sportive ou un enfant, il y a quand même ce que disait
Sébastien Rattel, oui. Il y a quand même cette notion, si vous voulez, de dépassement de soi, d'expérience de l'effort. Et il faut savoir que physiologiquement, lorsqu'un enfant pratique une activité sportive, ça favorise le développement cérébral et cognitif. Donc, il n'y a pas un sport en particulier, je pense, d'après moi, qui va plus ou moins... voilà. Sébastien Rattel, ça veut donc dire que plus on fait de sport, à la limite, d'activité en tout cas physique et sportive, puisque c'est comme ça que c'est énoncé, éducation. Et en plus, on va juste après justement faire la nuance entre activité et éducation justement physique et sportive. Mais sur l'activité précisément, donc le développement cérébral et cognitif dont parle Violette Pétreuil, effectivement est très important. Donc plus on ferait d'activité et plus quelque part on pourrait être performant à l'école, en cours. Alors oui, les fonctions cognitives, elles peuvent se développer à travers la pratique des différentes activités physiques, sportives et artistiques, mais je crois qu'il faut aussi favoriser les sports collectifs, les activités de type collectif, parce que lorsqu'on a un jeune qui est sur un terrain de foot ou un terrain de basket ou un terrain de hand ou de volley, etc., il doit être amené à pouvoir capter l'information, à la traiter rapidement et puis à la rendre opérationnelle. Donc il y a tout un traitement cognitif de type perceptivo-cognitif. Donc il faut savoir, il faut que l'élève puisse apprendre à évaluer un petit peu la vitesse de la balle, l'effet de la balle, le positionnement des partenaires, des coéquipiers. Et ça demande une concentration assez importante et en quelque part, dans ce type d'activité de type collective, là, on peut permettre à l'enfant de favoriser ses fonctions perceptivo-cognitives et donc forcément de développer son intelligence de jeu, sa capacité de traitement d'information, sa mémorisation et même sa créativité. Peut-être plus pratique avec des classes surchargées, on ne va pas se mentir, le côté collectif plutôt que des sports individuels. On parlait justement de distinction entre activité physique et sportive et éducation physique et sportive. Est-ce que vous pourriez nous éclairer, Sébastien Rattel, sur ce distinguo très important ? Alors après, dans l'éducation, l'éducation physique et sportive, elle relève du ministère de l'Éducation nationale. Après, quand on pratique une activité physique et sportive, quelque part, on s'éduque aussi à la pratique de l'exercice. Donc, on ne peut pas dissocier l'un et l'autre. En tout cas, dans l'éducation physique et sportive, il y a une proposition de différentes formes d'activités, qu'elles soient athlétiques, aquatiques, de type collective, artistique, d'expression. Donc, en fait, dans les activités, ces activités-là, en fait, on les retrouve au sein de l'éducation physique et sportive. Donc, on éduque nos jeunes à pratiquer une activité ou différentes formes d'activité. Mais c'est une éducation pour la vie, finalement. C'est comme on apprend bien à nos jeunes à se laver les dents, à bien s'alimenter, etc. Ça relève de l'éducation au sens large. Ces dernières annonces faites par le gouvernement, est-ce que c'est une manière aussi de revaloriser le statut des professeurs de PS, Sébastien Rattel ? Alors oui, je pense qu'il faut vraiment remettre au cœur finalement de l'EPS en fait la motricité, parce que la motricité, comme je vous le disais, en fait, le développement des habiletés motrices conditionne le développement des qualités physiques. Et ces habiletés motrices, en fait, elles sont essentielles à travers le développement des habiletés sportives. Je crois que les jeunes aujourd'hui, surtout sur une phase de développement, notamment sur les premières années de la vie où le système nerveux central mature énormément, il faut que nos jeunes en fait apprennent à bien bouger, c'est-à-dire aussi à nager, à pédaler, à courir, à sauter, à lancer, à réceptionner, à manipuler, à grimper, toute forme d'habileté sportive. Et ça, c'est vraiment très important pour le développement futur de nos jeunes. Et le professeur de PS, aujourd'hui, il a un rôle clé dans le développement de ces différentes formes d'habileté sportive. Donc, je l'entends, mais je parlais de revalorisation du statut du professeur de PS, justement. Est-ce que ces annonces vont permettre de pouvoir revaloriser les professeurs de PS ? Oui, je pense, d'autant plus que cette revalorisation, en fait, alors j'espère que les professeurs de PS actuellement se sentent pas dévalorisés, parce qu'ils ont un rôle quand même déterminant dans le développement et l'accompagnement des élèves et des jeunes. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment une importance majeure de la part du professeur de PS à accompagner et à suivre nos jeunes et nos élèves pour leur vie future.
Violette Pétreuil, la semaine dernière, la ministre Olivia Grégoire avait préconisé des cours de cuisine à l'école, pour lutter donc, contre les effets de l'inflation, parce que c'est quand même ça la phrase qui a fait évidemment sourire, si ce n'est rire, à gauche comme à droite. Mais finalement, est-ce que on pourrait imaginer ces cours de cuisine au sein des écoles? Je pense que ça serait même... Ce qui n'est pas la même chose qu'un des cours de nutrition. Bien sûr, rien à voir. Non, rien à voir. Mais forcément, je pense que ça pourrait être des cours en fait qui soient un petit peu en même temps. Tiens, on va apprendre l'intérêt de cet aliment, qu'est-ce qu'il nous apporte, puis on va aussi apprendre à le cuisiner. Et je pense que ça devrait être mis en place, mais même dès le plus jeune âge, en maternelle, commencer à apprendre à éplucher un concombre. Moi, je sais puisque je suis maman et mon petit garçon le fait avec moi depuis qu'il a 5 ans. Donc c'est possible. Et je pense que ça serait vraiment une mesure à prendre. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous sur ce plateau. Violette Pétreuil, vous êtes donc nutritionniste. Vous êtes nutritionniste à Paris? Tout à fait, dans le 16e. Voilà, et Sébastien Rattel, enseignant-chercheur en physiologie de l'exercice chez l'enfant et maître de conférence à l'Université de Clermont en Auvergne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci. À bientôt. Alors, on va marquer une courte pause comme d'habitude et puis on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT. Alors, beaucoup d'étudiants ont à cœur de venir en aide aux habitants des quartiers populaires. Des programmes de solidarité existent justement pour créer du lien entre les étudiants et leur quartier. Ça fonctionne plutôt bien. Et fondé en 92, l'AFEV fait partie de ces programmes, de ces sociétés-là qui ont pour but donc d'agir contre les inégalités sociales et éducatives. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Eunice Mangado-Lunetta. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des programmes donc, à l'AFEV, association de la Fondation étudiante pour la ville. Vous pouvez nous raconter ce que vous menez justement comme action au sein de l'asso? Alors, effectivement, la FEV existe depuis 30 ans. On est une association nationale. On a mobilisé en 30 ans plus de 200 000 étudiants qui s'engagent avec nous à travers plusieurs programmes d'action. Le plus important aujourd'hui, quantitativement, c'est le mentorat, c'est-à-dire l'accompagnement individuel d'enfants, d'adolescents qui sont en fragilité dans leur parcours éducatif. Mais on a aussi des actions où on prend des jeunes en service civique qui font leur mission à la FEV dans les établissements prioritaires, parce qu'on n'intervient que sur les quartiers prioritaires, et où ils mènent des ateliers et des activités en fait avec les équipes éducatives auprès des élèves. Et nous avons un dernier programme qui est plutôt sur les questions de colocation à projet solidaire où des étudiants habitent en colocation dans les quartiers prioritaires pour mener des actions de solidarité avec leurs voisins. C'est pas tout à fait vrai que c'est le dernier. J'ai oublié un autre, après je m'arrête. Il y a les apprentis solidaires, mais vous en avez parlé l'année dernière. C'est un magnifique projet où en fait on permet à des jeunes qui sont très très loin des NEETs, qui sont sortis de l'école, qui sont pas encore prêts pour entrer dans l'apprentissage, de faire une prépa apprentissage avec nous. Alors on parle beaucoup effectivement d'éducation prioritaire parce que c'est là où on a le plus besoin évidemment, mais l'État, d'ailleurs le gouvernement, Emmanuel Macron lui-même et bien sûr les différents ministres de l'éducation qui sont succédés ont parlé beaucoup de l'importance de la lecture, de l'écriture et des savoirs fondamentaux qui sont la grande mission de l'éducation nationale aujourd'hui. On pourrait étendre finalement, même si vous avez peut-être manqué de bras, mais on pourrait étendre vos actions finalement à tout le territoire français, à tous les besoins. On pourrait, d'ailleurs, on commence aujourd'hui, les territoires d'action de la FEV sont très liés en fait au vivier étudiant, c'est-à-dire en fait, nous on arrive à déployer des opérations là où il y a des besoins sociaux et là où il y a des étudiants qui ont envie de s'engager avec nous. Donc on a tout un process pour aller les chercher, les mobiliser, les encadrer, les former, etc. Mais c'est vrai que ça pose la question d'autres territoires que ceux qui sont la cartographie, la géographie en fait de l'éducation prioritaire, des quartiers prioritaires. On a commencé, en fait, depuis le Covid, on a commencé à développer des actions, notamment du mentorat à distance, qui nous a permis d'aller toucher des enfants, des adolescents qui avaient besoin d'accompagnement, mais pas de réponse territoriale. Et on commence aussi, via certains programmes, dont le programme Apprentis Solidaires dont j'ai parlé, à se développer dans des villes plus intermédiaires, ce qui est vraiment très intéressant parce qu'on garde notre ancrage. On a plus d'une 60aine de pôles aujourd'hui partout en France. On garde notre ancrage et notre identité très forte, quartier prioritaire, mais on commence à apporter des solutions là où il y a aussi des besoins, mais où on manque effectivement de solutions. La journée du
du refus de l'échec scolaire est une réussite. La prochaine édition aura pour thème « Tous égaux devant la lecture ». Elle aura lieu le 27 septembre, animée d'ailleurs par un de nos confrères, Emmanuel Davidenkoff, qui œuvre aussi sur cette chaîne, sur School TV, et que l'on salue, que l'on embrasse. Qu'est-ce qui est mis en place ce jour-là spécifiquement ? Alors, la journée du refus de l'échec scolaire, c'est vraiment notre plaidoyer éducatif sur la question des inégalités éducatives. En fait, la FEV est une association qui agit, mais c'est vrai qu'à partir de 2008, on s'est dit qu'on avait envie de faire entendre un certain nombre de choses qui vraiment viennent du terrain, qui viennent des enfants qu'on accompagne, des familles qu'on accompagne, et qui sont parfois un peu différentes de ce qu'on entend sur les sujets d'éducation. En tout cas, nous, ça nous intéressait de faire entendre cette parole des enfants. Donc, pour cette 16e édition, qui portera effectivement sur la lecture, donc c'est tous égaux devant la lecture, point d'interrogation, puisque c'est bien là la problématique. En fait, on fait toutes les journées du refus de l'échec scolaire une grande enquête où on permet en fait aux enfants, aux adolescents de s'exprimer sur les problématiques en fait que nous allons traiter au cours des éditions. Et sur la question de la lecture, on a demandé à des enfants à partir du CM1, CM2, des collégiens et aussi des jeunes qui sont sortis du système éducatif, quel était leur rapport à la lecture, leurs usages, qu'est-ce qu'ils aiment lire, est-ce qu'ils font d'autres choses pendant qu'ils lisent, qui leur prescrit en fait les livres qu'ils lisent, etc. Donc je ne vais pas pouvoir vous en parler très longuement aujourd'hui parce qu'elle sera révélée en exclusivité après-demain. Mais ce qui est très intéressant, c'est la première fois en fait qu'il y a pas mal d'études sur la question de la lecture qui sortent de manière un peu globale. Là, on a vraiment un focus sur cette question des enfants et des adolescents des quartiers prioritaires. Et ce que nous montre l'enquête, c'est que il y a quand même, ils aiment lire. Il n'y a pas de rejet massif de la lecture, etc. Mais le temps des enfants et des adolescents, il n'est pas extensible à l'infini. Ils se partagent très durement entre plusieurs activités qui se font concurrence. Et il y a quand même des problématiques en fait sur l'appétence à la lecture pour un certain nombre d'élèves, notamment ceux qui sont le plus en fragilité à l'école. Et en fait, il y a quand même quelques warnings. Nous pourrons les évoquer bien sûr après-demain, mais qui nous font dire qu'on a la chance en France d'être dans un pays quand même où il y a l'exception culturelle, on a un très grand réseau de bibliothèques publiques qui sont gratuites, on a le prix unique pour les livres, enfin voilà, plein de choses que dans d'autres pays européens où ailleurs on n'a pas. Pour autant, en fait, ça ne suffit pas. Voilà. Et toute l'action de la FEV et de ses partenaires autour de cette journée du refus de l'échec scolaire, c'est de pouvoir montrer, c'est très bien, toutes les avancées qui sont faites par l'école, par des associations comme la FEV qui sont complémentaires de l'école, mais là où on doit aller plus loin. Et notamment, il y a quelque chose autour de la parentalité, puisque ce qu'on voit à travers cette enquête, c'est que finalement, eh bien, les premiers prescripteurs de lecture, ceux qui font la différence, ce sont les parents, c'est l'engagement parental. Or, l'engagement parental, eh bien, c'est pas exactement le même quand on travaille à des horaires décalés et qu'on ne peut pas coucher le soir ses enfants, et que, voilà, etc. Donc, en fait, nous, on pose la question de comment on peut identifier là où on peut aller plus loin et ensemble réfléchir à de plus fortes actions. Alors, j'entends bien, tout ça, c'est le constat, effectivement, et les résultats de l'enquête qu'on en sera ravis de découvrir le 27. Mais concrètement, le 27, lors de cette journée-là, qu'est-ce qu'on va retrouver, parents comme enfants ? Alors, d'abord, il y aura donc l'enquête qui sera révélée. Il y aura un grand événement, un grand débat au Monde, au journal Le Monde, où on pourra entendre des acteurs de terrain comme la FEV, comme d'autres associations qui agissent en fait sur les sujets lecture, des acteurs institutionnels, bien sûr. Il y aura l'éducation nationale qui sera représentée par le recteur de Rennes, qui est aussi le vice-président du Haut Conseil en fait à l'EAC, l'éducation artistique et culturelle, donc qui dirige tous les grands dispositifs en fait de l'éducation nationale sur la question de la lecture. Des jeunes mentors peut-être aussi. On y retrouvera bien sûr des engagés de la FEV, des salariés et d'autres. Juste quelque chose que j'ai pas dit. L'année dernière, je ne sais pas si vous l'avez en tête, peut-être qu'on n'en a pas assez parlé. C'était la grande cause lecture. Et en fait, il y a eu une coalition d'acteurs, dont la FEV, dont d'autres associations, 70 acteurs associatifs qui se sont mobilisés et qui ont fait une alliance pour la lecture pour pouvoir poser cette question en fait des inégalités et montrer qu'il y avait encore à faire. Donc notre journée à nous, elle se situe dans le prolongement de cette alliance pour la lecture. Et puis il y a l'activité de la FEV. Par exemple, nous, on a deux actions, si je peux en dire un petit mot, qui sont importantes pour nous. On a une action qui est à la fois très simple mais très puissante, qui est l'accompagnement vers la lecture, où on a en fait des jeunes étudiants de la FEV qui vont au domicile d'enfants qui sont repérés par des enseignants, par les équipes éducatives, qui sont petits, grande section de maternelle CP. On sait que c'est vraiment le moment décisif de l'entrée dans l'écrit, et qui en fait vont amener des livres, emmener les enfants à la bibliothèque, avec les enfants, vérifier si les cartes de bibliothèque sont faites, etc. Parce que parfois, il y a des bibliothèques à proximité
légitimité, mais ça ne suffit pas à se dire à se sentir légitime pour aller emprunter des livres. Oui, c'est souvent une question culturelle. Si dans la famille, les parents ne lisent pas, forcément, les enfants sont peu amenés à lire. Voilà, donc cette action-là, elle est très importante pour nous parce qu'elle est très en amont du parcours. Elle touche aujourd'hui 3000 enfants individuellement accompagnés. J'insiste, c'est des étudiants bénévoles. Je crois que c'est important aussi de se dire que notre jeunesse aujourd'hui, elle est prête à s'engager pour des un peu plus jeunes qu'eux. Et on a une autre action qui est très complémentaire, où cette fois-ci, ce sont des jeunes en service civique. Le service civique, c'est un dispositif d'État où on peut s'engager sur une année scolaire. On a une indemnité. Et là, on a des jeunes en service civique à la FEV qui sont dans les établissements scolaires et qui animent les petites bibliothèques qui parfois sont un peu laissées à l'abandon, parfois sont un peu pourvues, et font des activités et des lectures collectives avec les élèves. Loïc, une dernière question, parce que oui, pouvoir. Non, c'est juste qu'on est bien sûr, bravo et merci. Néanmoins, je n'arrive pas à m'enlever de la tête que c'est aussi le job de l'État. Dernière question, est-ce qu'au quotidien, vous avez quand même toujours un peu cette rage de dire, franchement, il pourrait faire mieux, ou est-ce que vous avez passé un peu ce truc-là en disant, en fait, heureusement qu'on est là, mais où vous gardez quand même toujours une part de vous qui dit, mais en fait, c'est pas notre rôle, quoi. Alors, c'est pas du tout la rage qui nous anime, mais on le voit pas comme ça. On se sent vraiment complémentaire de l'éducation nationale. L'éducation nationale peut faire beaucoup, c'est très important, mais elle ne pourra jamais rattraper seule les inégalités sociales, éducatives auxquelles elle est confrontée. Donc on est absolument persuadé quand un étudiant va au domicile, travaille avec la famille et que la famille se sent autorisée à aller à la bibliothèque et lire des histoires de soir, on est absolument persuadé, on a en plus évalué, qu'après cet enfant-là, quand il va aller en cours et qu'il va dire devant son enseignant « Ah, je connais cet album parce que je l'ai lu avec mon étudiant » et qu'il va être super fier de lui, la confiance en lui, etc., ça va faire des petits déclics qui vont changer quelque chose dans sa façon de rentrer dans l'écrit. Donc pour moi, c'est ça la complémentarité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Eunice Moingade de l'UNETA. Je rappelle que donc la journée du refus de l'échec scolaire, c'est la prochaine en tout cas édition, c'est le 27 septembre, dans quelques jours, dans 2 jours, avec pour thème cette fois-ci tous égaux devant la lecture. Voilà, vous voyez l'affiche qui est là, tous égaux devant la lecture, avec un événement au journal Le Monde et beaucoup de participation à venir. Merci. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est à vous, cher Loïc, pour votre chronique. Loïc, on parle beaucoup de harcèlement scolaire ces derniers temps et vous aviez envie de nous raconter de quelle manière il avait été reconnu et considéré comme un véritable fléau. Oui, et d'abord, il faut être clair, le harcèlement, sous plein de formes différentes, existe depuis que l'homme est homme, entre guillemets. On en a des traces depuis les premières civilisations, il a toujours existé. Et dans l'Ancien Testament, par exemple, je voulais vous partager d'entrée ce petit extrait d'un psaume attribué à David, le roi d'Israël, au XIe siècle avant Jésus-Christ, parce que ce psaume décrit parfaitement ce que beaucoup d'enfants et de jeunes vivent aujourd'hui. Écoutez ça. « Ô Dieu, aie pitié de moi. Des gens me poursuivent tous les jours. Ils m'attaquent, ils m'écrasent. Tous les jours, ils me disent des paroles blessantes. Ils pensent seulement à me faire du mal. Ils se réunissent, ils m'observent en cachette. Ils surveillent mes allées et venues. Toi, donc Dieu, tu as compté le nombre de fois où j'ai dû fuir. Souviens-toi toujours de mes larmes. Tu les as sûrement comptées. » Voilà, c'est un tout petit extrait, mais le psaume est beaucoup plus long. Il décrit ça. Et dans toutes les cultures, siècle après siècle, l'histoire de l'humanité est marquée par ce rejet de la minorité, ce rejet de la différence, avec toutes les violences, évidemment, les guerres, les génocides que ça a engendré. Mais quel rapport avec le harcèlement à l'école ? Le rapport, c'est que ce mécanisme, en fait, se déploie et se répète dans les micro-sociétés que sont les écoles. Le problème, c'est que pendant très longtemps, les profs et les parents ont laissé faire en disant un petit peu « vous inquiétez pas, c'est des histoires d'enfants ». Et en plus de ça, il y avait une tradition du châtiment corporel pendant des siècles et des siècles à l'école qui renforçait et justifiait en tout cas une sorte de normalisation de la violence sous toutes ses formes. Oui, et qui pouvait être aussi stigmatiser certains élèves plus fragiles que d'autres, forcément. Oui. Alors à quel moment on a commencé à mettre des mots sur le harcèlement ? Eh bien, au 19e siècle, on trouve quelques ouvrages qui en parlent très bien. Par exemple, en 1839, Gustave Flaubert écrit « Mémoires d'un fou ». C'est un roman en partie autobiographique où il raconte
très clairement les moqueries répétées qu'il subissait de la part de ses camarades, mais aussi de la part de ses professeurs. Et c'est peut-être encore pire. 1857, le Britannique Thomas Hughes publie Tom Brown's School Days, qui est considéré comme le premier portrait d'un élève harceleur. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme très populaire, capitaine de son équipe de rugby, bien sous tout rapport, qui en fait prend un plaisir diabolique et malsain à agresser ses camarades, à les rabaisser, tout en sachant qu'il ne sera jamais dénoncé parce qu'il a une excellente réputation. D'accord, donc il y a de plus en plus de témoignages, finalement, d'histoires qui sont romancées, en tout cas au début, ouais. Oui, voilà. Mais à quelle période donc, le harcèlement à l'école est reconnu comme tel, comme il l'est aujourd'hui? Écoutez, il faut attendre les années 1970. C'était hier, c'était il y a 40 ans, grâce à deux chercheurs scandinaves qui ont fait beaucoup de travaux là-dessus, Anatole Pikas et Dan Holwes. Ils essayent en fait chacun d'en définir les mécanismes. Alors pour Pikas, c'est la pression du groupe qui pousse certains de ses membres à s'en prendre à leurs camarades. Mais pour Holwes, et c'est celui qui a été un peu vraiment le plus suivi, c'est plutôt l'impulsivité, l'agressivité, voire la perversité intrinsèque de chaque individu qui le conduit à la violence. Et c'est lui qui donne d'ailleurs cette première définition du harcèlement. Écoutez, un élève est victime de harcèlement lorsqu'il est soumis de façon répétée et à long terme à des comportements agressifs visant à lui porter préjudice, le blesser ou le mettre en difficulté de la part d'un ou d'autres plusieurs élèves. C'est fort quand même parce que c'est la première définition qu'on a. Oui, sauf que ces travaux n'ont pas changé grand-chose finalement. À l'époque, en tout cas, pas dans l'immédiat, mais ils ont quand même le bénéfice de lancer une immense réflexion autour du harcèlement scolaire qui devient enfin réel, je dirais presque palpable, concret. Et il est reconnu officiellement comme un fait de société. Mais ce n'est effectivement que bien plus tard, dans les années 2010, donc 40 ans plus tard encore, que d'importantes initiatives sont mises en place en France. Et c'est dû en fait à une grande étude, la première grande étude qui est menée sur le harcèlement dans les collèges et les lycées, et qui dit que 10% des élèves se disent victimes de harcèlement. Alors, les autorités réagissent. 2011, les premières assises du harcèlement. 2012, la mise en place d'une ligne d'écoute nationale et gratuite, le fameux 30-20. Et en 2013, la création d'un site internet ministériel qui propose des ressources aux enseignants et aux parents. Voilà. On est maintenant 13 ans plus tard, par rapport à cette année 2010, où il y a eu vraiment cette explosion et cette prise de conscience. La situation, on le dit assez ici, est assez catastrophique, mais il faut bien comprendre qu'on hérite de siècles et de siècles où on a considéré que la violence entre enfants faisait partie de la vie, qu'elle était là aussi pour les endurcir, qu'elle permettait, on a entendu beaucoup parfois, oui, ils sont plus créatifs, les enfants harcelés, ils permettent de faire beaucoup plus de choses, etc. Quelle horreur. En fait, ce qu'on voit, c'est que ça brise des vies, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, on passe à une autre période de la vie, entre guillemets, du harcèlement, c'est-à-dire celle où on ne le tolère plus et où on met vraiment des mots forts et où on sait que voilà, les enfants sont brisés. Oui, fort heureusement, ça a changé. Ouais. Merci beaucoup, merci Loïc pour votre chronique. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, son invitée est Sophie Thalmann, ex-Miss France. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Sophie Thalmann. Bonjour Sophie. Bonjour Malika. Alors, le grand public t'a découverte fin 97. Lors de l'élection de Miss France. Tu as été élue donc Miss France 1998, après avoir été très remarquée. Bon, t'en as beaucoup parlé. C'est cette remarque où tu as dit à Jean-Pierre Foucault que tu voulais prendre sa place. C'est ce tempérament qui a contribué à évoluer, je trouve, à faire évoluer l'image des Miss. Et après, tu es devenue animatrice. Est-ce que tu t'attendais à pouvoir réaliser ton rêve à ce moment-là ? Non, c'était magnifique. Je pense que c'est un vrai beau coup du destin, en fait. Parce que je l'avais toujours rêvé, mais je ne me serais jamais imaginée avoir une si belle place et pouvoir réaliser une belle carrière comme celle-ci. C'est vraiment le conte de fées après. On ne sait pas du tout ce qui va nous arriver. Tu es bien placée pour le savoir. Mais c'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir rebondir après mon titre, de rencontrer énormément de personnes dans le domaine de l'audiovisuel, de faire savoir que je voulais faire ça, en fait. Même si tu n'avais pas gagné Miss France, ça aurait ouvert des portes, je pense, une réponse pareille. Oui, mais en même temps, en fait, si tu veux, moi, je me suis présentée dans le but. Dans ce but-là, je ne me voyais pas gagner. D'ailleurs, j'avais été élue première dauphine de Miss Lorraine.
Bon ouais. J'étais passée à l'époque dans l'émission 52 à la une sur TF1 et du coup on m'a écrit en me disant mais vous devriez vous représenter et je me suis dit c'est vrai que c'est débile d'avoir raté de si peu la première marche et j'avais jamais pris l'avion à l'époque, c'était l'occasion de voyager, de faire ce voyage d'intégration avec les filles si tant est je gagnais le titre de Miss Lorraine. Tu t'es représentée combien de temps plus tard ? Un an après. Ah oui, tu leur fais. Et c'est surtout que je voulais absolument décrocher un stage pour valider ma licence audiovisuelle. Donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais de se faire des contacts en étant dans la plus grande émission à l'époque. Tu vois bien, en audience, en termes d'audience et tout ce que tu veux, tout ce que ça peut représenter comme... C'était quoi, 12 millions, toi, quand tu le fais ? Je crois que ça atteint les 13 au moment du sacre et tout ça, ouais. Donc du coup, voilà, c'était vraiment... Je ne pensais pas du tout gagner. Moi, pendant tout mon séjour, je regardais j'étais, même pendant les répétitions du spectacle, le jour J, j'étais dans les gradins en train de voir comment fonctionnait le steadicam, les caméras, tout ça. J'étais ailleurs, totalement. C'était pas ton ailleurs. rêve, en fait. Je pense que, bien sûr que tu peux rêver d'être un jour dans ta vie Miss France, mais c'était pas une fin en soi. Moi, je voulais vraiment faire de la télé. Voilà. Et justement, la télé, est-ce que tu penses que tu y serais parvenue sans Miss France ? Oui, peut-être, mais j'aurais pas eu cette exposition que j'ai eue, j'aurais pas eu la chance de faire toutes les émissions que j'ai pu faire, surtout sur la première chaîne. Je pense que j'aurais démarré comme tout le monde sur des petites chaînes locales. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ouais. J'ai commencé avec Téléfoot, donc là aussi, grosse audience. Ça a fait beaucoup parler, ça. Oui, c'était vraiment un coup de poker, parce que où ça passait que j'étais acceptée dans le domaine masculin, ou pas passé tout de suite ? Ouais, c'est passé tout de suite. Aucune réticence? Non, j'ai eu de la chance. J'ai eu un peu de la part des footballeurs au départ, surtout les femmes, la jante féminine, qui avaient très peur que j'interviewe leur mari footballeur. J'ai eu quelques refus. Ah oui. Ouais, non. Je te jure. Dont le premier. C'était les femmes des footballeurs qui décidaient. Ah bah ouais, elle disait non, elle va pas approcher mon mari. Elles avaient un peu peur et je sais pas pourquoi, parce que franchement, j'étais pas un danger, aussi, mais bon, c'est sûr que tu parles une nana 20 ans, Miss France, qui va interviewer son mari footballeur. Et donc au début, j'ai eu quelques refus, et puis après, il a suffi d'une personne que ça prenne, et après, de fil en aiguille. Tu te souviens de qui c'était? Ouais, c'était Yuri Djurkaev. Ah oui, quand même, la classe. Très sympa. Et vraiment très bon souvenir. Et après lui, j'en ai eu plein d'autres. Et j'ai eu des stars. Et c'était parti. Donc, tu as fait de la télé, mais pas seulement. Beaucoup de livres. Des livres, ouais. De la radio aussi. Et en ce moment, il y a une collection jeunesse aussi. Ouais, c'est une jolie collection, Mes amis les chevaux, la Bibliothèque Rose. Donc là aussi, c'est un peu un rêve de petite fille, parce qu'on a tous eu entre nos mains un livre de la Bibliothèque Rose. Et me dire qu'aujourd'hui, j'ai ma propre collection, c'est Il y a d'autres livres en préparation? J'aimerais bien, ouais. J'ai un livre qui me tient énormément à cœur, qui parle d'une histoire personnelle d'un poney qu'on a eu à la maison qui appartenait à ma fille et qui a accompagné un cheval de course. C'était devenu un peu son compagnon, parce que c'est un cheval qui stressait beaucoup et qui a voyagé, qui a pris l'avion, qui a rencontré la reine d'Angleterre. Et c'est voilà, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir publier, et on travaille dessus. Voilà. Est-ce que tu as encore des rêves? Bah ouais, plein. Comme quoi? Moi, j'adore les voyages. Donc, je rêve encore de pouvoir plus voyager, partager avec mes enfants, ma famille, vraiment encore pouvoir découvrir le monde. Parce que j'adore les rencontres. J'aime beaucoup pouvoir vivre autre chose, une autre culture. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On est très chevaux. Forcément, à la maison, on a un projet très ambitieux avec mon mari, c'est de créer une académie de poney. Ok. De course. Donc là, on est en train de tout mettre en place pour donc c'est pour la jeunesse, en fait. Toujours pour la jeunesse, ouais. Donc ça, c'est encore un joli projet, un joli rêve qu'on aimerait réaliser. En fait, transmettre à la fois moi tout ce que j'ai pu faire avec les enfants et Kidia, toutes mes années avec Kidia, et mon mari, son savoir-faire, sa transmission, pour créer des... Mais il a déjà un peu commencé, non? Il a déjà commencé, on a déjà commencé cet été. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais vu en allant à l'hippodrome de Deauville. Il y avait des jeunes jockeys. Exactement. Ils ont quel âge? Bah écoute, le plus jeune, c'est mon fils, en fait. J'allais te dire, il a démarré l'année dernière, il avait 5 ans, là il a 6 ans et demi. Et les voir déjà sur des poneys de course, ça dépote. Parce que pour avoir assisté à l'entraînement et les avoir accompagnés, je te jure que moi je suis là, je dis oh là là. T'as pas peur?
Écoute, j'ai peur, si. En plus, là, il est tombé le week-end dernier, j'ai eu très peur. Voilà. Mais je fais confiance et surtout me dire qu'on les entraîne pour que tout se passe bien. Tu vois, c'est pas comme si du jour au lendemain, on mettait un enfant sur un poney de course qui n'a pas été entraîné, qui n'y connaît rien. Donc, je me dis, voilà, après, le travail va payer et si on fait bien les choses, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'accident. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Sophie Thalmann pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika et Sophie. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. Pourquoi c'est justement important d'inculquer ces compétences culinaires aux enfants dès le plus jeune âge ? Je prône depuis de nombreuses années une éducation à l'alimentation avec des cours obligatoires à l'école. Non pas pour en faire des chefs de cuisine, pour en faire tout simplement des meilleurs consommateurs. Ça a fonctionné avec l'écologie, pas de raison que ça ne fonctionne pas avec l'alimentation. Le goût des enfants doit se faire avant 6 ans. Donc si avant 6 ans, vous ne faites pas goûter à vos enfants des fruits, des légumes, toutes sortes de protéines, ainsi de suite, ça ne marche pas. Et je ne sais pas qui un jour a décidé que le menu de la cantine serait nuggets frites, mais c'est une incohérence et de santé et de goût pour nos enfants, donc il faut leur faire goûter. On a la chance d'être sur un territoire qui est vraiment le plus riche au monde en termes d'alimentation, en termes de variété de produits. Donc moi, ça ne me paraît pas aberrant qu'un jeune à Strasbourg mange un peu alsacien, qu'un jeune à Marseille mange un peu marseillais, ainsi de suite. Il sera quand même ouvert sur les autres et ouvert sur le monde. L'éducation numérique, c'est ce qui, bien sûr, c'est les emplois de demain, c'est les emplois les plus productifs, les plus stratégiques, donc il n'y a pas photo. Il faut mettre le paquet, la France n'a pas les moyens d'avoir des états d'âme sur cette révolution culturelle vers le numérique. En quoi consiste justement le plan numérique éducatif que vous avez mis en place justement à 50 ans d'Yvelines ? Nous, c'est d'abord, on a commencé par des logiciels pour développer la mémoire de l'enfant. Au départ, on nous regardait, voilà. Puis un jour, il y a un inspecteur l'éducation qui est venu voir dans une classe, il est rentré, tous les élèves étaient sur l'écran, et en fait on entendait une mouche qui volait. Il nous a dit, c'est quand même assez rare qu'on entende. C'est rare. Qu'est-ce qui se passe ? Et effectivement, il découvrait que l'enfant avait quand même une appétence avec cette relation avec les logiciels. Le diagnostic, l'école, elle est, dites-vous, de moins en moins adaptée aux défis du monde. Oui, il y a vraiment un accord général sur le fait qu'aujourd'hui, l'école ne remplit pas les missions qui sont les siennes. Elle ne les remplit pas en termes de connaissances. Enfin, on voit, voilà, un tiers des collégiens ne maîtrisent pas les fondamentaux, etc. Ils ne savent pas parler anglais, ils ne savent pas lire un texte. Enfin, ça ne va pas. En termes de bien-être, on a 71% des collégiens qui disent qu'ils s'ennuient. Et puis surtout en termes de formation des citoyens. Enfin, je veux dire, pour le monde de demain, pour les enjeux qui sont immenses, d'un monde très incertain qui est à venir, on a besoin de jeunes qui aient un sens critique, qui savent s'exprimer à l'oral, qui savent travailler en coopération, qui savent travailler en équipe, qui savent prendre des initiatives. Et tout ça, c'est des choses qu'on fait très très peu, enfin en tout cas pas suffisamment dans le système scolaire actuel. Si je reprends vos mots, sens critique, vous dites que le système dominant, alors parce qu'on va tout de suite préciser qu'il y a quand même, Dieu merci, et on en a témoignage régulièrement dans cette émission, des tas d'endroits où ça se passe pas comme ça, et où ça se passe bien, mais c'est vrai que de manière dominante, la forme scolaire, elle invite à la docilité. Oui, c'est vraiment la forme scolaire. Il y a des tas d'enseignants qui font des choses extraordinaires, qui aimeraient faire des choses extraordinaires et qui ne peuvent pas le faire parce que le système l'en empêche. Et oui, c'est la forme scolaire. C'est une forme scolaire mais qui n'a pas bougé depuis le XVIe siècle, justement. Vous disiez le XVIe siècle. C'est les jésuites. Je disais parce que je vous cite, mais c'est les jésuites, oui, c'est ça. C'est vraiment les jésuites qui inventent ça et qui disent, voilà, assis, pas bouger, le prof parle, on écrit, on est docile, etc. Enfin, il y a une forme de passivité. Ouais. Et c'est pour cette forme de passivité aussi que les Républicains, après la Commune de Paris en 1870, hop, ils voient ça, ils généralisent ça partout. Et on est dans ce système, et c'est pas du tout adapté ni au monde où on est, ni encore moins au monde vers lequel on va. Vous militez aussi pour l'instauration des petits déjeuners à l'école. Pourquoi ? Comment ? Parce qu'aujourd'hui, les enfants ne sont pas assez à manger le matin et viennent avec trop souvent le ventre vide. Le ventre vide ou un paquet de chips. Et les premières à nous avoir alertés sont les infirmières dans les écoles qui, pour certaines, prenaient sur leur denier personnel pour amener dans les écoles des petits déjeuners. Et on a, depuis de nombreuses années, avec bon nombre de politiques d'ailleurs, qui se sont engagés là-dessus et des directeurs d'établissement, fait un concours du meilleur petit déjeuner
déjeuner à l'école et ça fonctionne très bien et souvent la municipalité prend en charge après le petit déjeuner et on se rend compte qu'un petit déjeuner gratuit à l'école, quelque chose de simple, permet plusieurs choses. Déjà, un accès à l'alimentation parce qu'on sait qu'il y a des freins là-dessus et la disparité est très grande. Ensuite, de meilleurs résultats scolaires puisqu'un enfant qui mange le matin, c'est un enfant qui somnole moins en classe, qui ne s'endort pas, qui a le ventre plein et qui du coup a moins d'absentéisme et de meilleurs résultats. Et ensuite, et on a ce sujet aussi du vivre ensemble, quand c'est le principe même de la commensalité. À partir du moment où l'on prend quelque chose, un verre de lait, une tartine, un fruit, n'importe quoi, un yaourt, mais avec l'autre, à partir du moment où la classe peut se réunir, on apprend à connaître l'autre et on arrive peut-être à mettre une ambiance différente. Et les maîtresses, puisque ce sont souvent les maîtres et les maîtresses dans les écoles les plus petites, nous le disent, ça apaise les enfants de partager, de commencer le temps scolaire par un petit moment où on partage un jus, où on partage quelque chose. Et Adrien, tu nous parles dans ta loupe de recyclage. Aujourd'hui, une solution qui pourrait servir de nombreux parents. Oui, peut-être à vous aussi, Patrice. Un bon nombre de parents ont déjà été confrontés aux jeux et jouets trop abîmés de leurs enfants qu'ils ne pouvaient pas revendre. Eh bien, ils peuvent désormais être collectés et même recyclés par un organisme, son nom, Éco-Maison. Et pour sensibiliser les enfants eux-mêmes, une collecte solidaire a été organisée en partenariat avec l'Académie de Versailles. En tout, c'est près de 182 écoles élémentaires qui ont été concernées, dont 5 établissements à Saint-Quentin en Yvelines. Dans l'un d'eux, justement, la démarche s'est faite naturellement à l'école élémentaire Michel de Montaigne. Les élèves participent déjà à la collecte de bouchons pour handicap prévention et de stylos pour l'ONG Action Mopti. La collecte et le recyclage des jouets, pas un problème donc, une démarche de plus d'éducation au développement durable, comme l'explique le responsable d'Éco-Maison. Ce principe de collecte, il était aussi accompagné d'une éducation au développement durable, où on a embarqué l'académie et les professeurs pour essayer d'avoir des modules pédagogiques qui amènent à cette collecte de jouets usagés sur une opération qui a duré 3 mois. On a organisé ça le 15 novembre 2022 et on a atterri sur le 15 janvier 2023 sur cette première collecte. Et vu que ça a plutôt eu des très bons retours, des très bons effets, on va refaire cette édition à la fin de l'année, autour du 20 novembre 2023 et encore sur 3 mois jusqu'en janvier. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser les enfants au développement durable, à l'éducation, aux bons gestes de tri, etc., avec une collecte de jouets usagés qui arrive à la fin de cette opération. Vous en parliez tout à l'heure, l'une de vos propositions en faveur de l'amélioration de l'alimentation des enfants d'aujourd'hui, dans les cantines notamment, c'est de raccourcir la distance entre les producteurs et les cuisines. Ça peut paraître fou, mais allez voir dans le village d'à côté les producteurs, leur demander effectivement des œufs, de la viande, allez voir les boulangers aussi, leur demander de livrer les produits dans les écoles qui se trouvent à proximité. Ça paraît une évidence. Dans les faits, aujourd'hui, ça n'est pas fait dans les écoles. Non, ce n'est pas fait. Ce sont des contrats ou des marchés qui sont passés par quelque chose d'un peu plus gros. Et c'est vrai que si vous allez voir un boulanger, vous lui dites il me faut 3000 petits pains tous les jours, il n'est pas capable de le faire. Par contre, si pour l'école de son quartier, il y a un boulanger dans chaque quartier, dans chaque ville ou village, j'en ai parlé avec beaucoup, avec le président de la Confédération des boulangers, bien évidemment, qu'ils sont prêts à faire ça avec un pain qui soit bien meilleur pour la santé. Et le but n'est pas d'incriminer telle ou telle personne. Et vous savez, sur la restauration collective en France, c'est 18 millions de repas par jour. Sur les 3 plus grands au monde, 2 sont français. On peut les nommer Sodexo et Elior. Ils ont la volonté aujourd'hui d'aller dans le bon sens et de changer les choses. Donc nous avons besoin de ces faiseurs, de ces grands faiseurs pour améliorer les choses. Et en effet, ça passera non pas que par du circuit court ou que par du fait maison ou que par ceci ou cela, mais par le mélange de plusieurs solutions qui, en fonction bien évidemment de l'établissement, de là où vous êtes, de la région, de la ville où vous êtes, à chacun de trouver les solutions. Et on sait que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on vient souvent nous expliquer que non, c'est pas possible en termes de coût, ça ne passe pas. Aujourd'hui, on a des exemples de cantinières, pour en citer une, Evelyne Dubourg, qui dans sa petite école du Cantal, alors oui, c'est une école primaire, mais pour un peu moins de 2 euros, 1,80 €, arrive à faire du bio et du fait maison et du local aux enfants, en réduisant les portions, en variant les menus, et ainsi de suite, en travaillant avant tout sur le gaspillage alimentaire. Moins de gaspillage, ça fait plus d'argent pour acheter de meilleurs produits. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis avec Loïc. On remercie toute l'équipe. À la réalisation, c'est Romain Luc. Le son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Laure Edmond au maquillage. Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Vous nous retrouvez sur le canal 217 sur Orange et canal 247 sur Freebox et sur schooltv.com. Bonne soirée à tous. Ciao.
Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.